Je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut commencer ou là, est-ce qu'ils vont venir d'autres... est-ce que d'autres personnes vont venir? Parce que vous êtes que 10. Sur 2 sections, c'est vraiment peu. 11. Donc déjà, est-ce que vous avez vu les vidéos que j'ai déjà postées, les 4 vidéos, et est-ce que vous avez lu le cours concernant donc, les 4 parties? Parce que c'est ça l'objectif, c'est d'abord les voir, lire le cours, et ensuite venir en cours, on refait, on a un aperçu des 4 parties, puis vous posez vos questions. Donc c'est ça l'objectif. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez lu le cours ou pas? Donc on va commencer. Alors, on a vu dans le premier chapitre la notion de norme et la notion de protocole. On a vu la différence entre les deux. On a vu aussi la notion de standard. Maintenant, on va commencer à voir quelques exemples de normes et de protocoles. Donc on va commencer, dans ce module on a 5 chapitres. On a le premier pour les notions fondamentales, les 2 prochains pour des exemples de normes et les 2 derniers pour des exemples de protocoles. Donc dans ce chapitre on va voir quelques exemples de normes. Les normes, c'est des normes associées à la diffusion analogique et numérique. Donc avant de voir les normes, il faut d'abord comprendre le concept de diffusion analogique et numérique qui est l'objet de la première partie. Donc, il faut d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'une diffusion. Donc, une diffusion, c'est un mode de transmission dans lequel un émetteur transmet vers plus. Oui. Madame, allez-vous enregistrer? Oui, je suis en train d'enregistrer, il n'y a pas de souci. Vous n'arrivez pas à entendre? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Ou là, c'est un peu que ça se coupe? Oui, madame. D'accord. Donc, une diffusion, c'est un mode de transmission dans lequel un émetteur transmet vers plusieurs destinataires généralement inconnus. Donc, c'est comme dans cette figure par exemple, vous avez un émetteur en noir, il diffuse vers plusieurs destinations. C'est le contraire de ce qu'on appelle l'unicast, où il en envoie uniquement à une seule personne. La diffusion, c'est envoyer à plusieurs. Donc, c'est ça la définition. Après, parce que on définit le mot diffusion parce qu'on a dans le nom du chapitre normes associées à la diffusion analogique et numérique. Donc il faut d'abord comprendre ce que c'est que la diffusion. Ensuite, on va passer à ce qui concerne l'analogique et le numérique. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de diffuser en réalité? On est en train de diffuser un signal. Le signal, il peut soit être analogique, soit être numérique. Donc, un signal analogique, c'est un signal continu. Par contre, un signal numérique, c'est un signal discret. Donc, le signal continu peut prendre plusieurs valeurs, tandis qu'un signal numérique peut prendre uniquement, si on veut, des valeurs discrètes, c'est-à-dire des nombres. Par contre, un signal analogique, si on peut le représenter sous forme graphique, ça ressemble plus à une courbe, tandis qu'un signal numérique ressemble à un histogramme. Voilà. Donc, passer d'un signal analogique à un signal numérique est ce qu'on appelle par numérisation. Donc, numériser veut dire convertir un signal analogique en un signal numérique. Donc, vous avez dans la figure un aperçu d'un signal analogique, le dessin d'un signal analogique. Alors, la numérisation passe par 2 étapes. Donc, elle passe par l'échantillonnage et la quantification. Donc, l'échantillonnage, c'est une étape qui consiste à prélever périodiquement des échantillons d'un signal analogique. Donc, on a le signal, on prélève des échantillons, les petits bouts de signal. Après, il y a la deuxième étape qui est la quantification qui consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé. Donc, chaque échantillon qu'on a prélevé au niveau du signal analogique, on lui donne une valeur. Généralement, c'est la moyenne entre les 2 extrémités. Donc, on donne une valeur
à cet échantillon-là. Donc l'échantillon lui-même aura une seule valeur, tandis que le signal analogique, même fait avec l'échantillon, il y a plusieurs valeurs parce que c'est un signal qui est continu, analogique. Donc après la quantification, on obtient ce qu'on appelle un signal numérique. Donc voici en gros, on ne rentre pas aussi dans les détails, les étapes de numérisation pour passer d'un signal analogique à un signal numérique. Maintenant, la transformation, elle dépend de deux facteurs. Ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. Donc la fréquence d'échantillonnage, c'est la taille de l'échantillon qu'on obtient à la phase d'échantillonnage. Donc plus on a des échantillons, plus le signal numérique est fidèle à l'original. Ça, c'est très logique. Donc plus les échantillons sont petits, donc plus on affecte plusieurs valeurs le signal. Par contre, si on prend des échantillons qui sont assez grands, donc le prise de ces échantillons va donner uniquement une valeur, alors qu'on pourrait donner plusieurs valeurs si on découpait avec l'échantillon en plusieurs petits échantillons. Donc plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus il y a des échantillons au niveau du signal, plus le signal numérique qu'on obtient à la fin de la numérisation est fidèle à l'original. On a aussi le second paramètre qui est le nombre de bits de codage des valeurs. Donc plus il est grand, le nombre de bits de codage, meilleure la qualité est. Le nombre de bits de codage, c'est le nombre de valeurs différentes qu'un échantillon peut prendre. C'est-à-dire que les échantillons qu'on a prélevés, on a des valeurs. Donc on doit avoir un certain intervalle de valeurs. Donc si on veut avoir plusieurs valeurs, on doit avoir un grand nombre de bits pour pouvoir donner plusieurs valeurs les échantillons. Donc plus on a plus de bits pour les valeurs, qu'on a une meilleure qualité. Maintenant le signal numérique il sera encore plus fidèle au signal analogique d'origine. Donc ça c'était la phase du passage d'un signal analogique et un signal numérique, ainsi que la différence entre les deux. Donc l'analogique est continu, le numérique est discret. Donc on est en train de diffuser des signaux. Les signaux ils sont analogiques ou bien numériques. Mais le signal, en réalité, il transporte une donnée. La donnée, on veut travailler à l'EHA, donc on veut connaître les normes concernant cette donnée précise, c'est la vidéo. Donc on va voir, l'objectif du second chapitre, c'est de voir les normes qui sont associées à la diffusion de signaux qui transportent des vidéos. Et ces signaux-là peuvent être soit numériques, soit analogiques. Donc on va maintenant définir et voir que veut dire une vidéo. Donc une vidéo, c'est un ensemble d'images et de sons. Donc le son, c'est pas forcément inclus dans une vidéo. Donc le fait qu'il y ait plusieurs images nous donne une vidéo. Le son, si on veut, c'est quelque chose d'optionnel. Donc une vidéo, c'est une donnée de type dynamique. C'est pas une donnée statique comme une image ou bien un texte. C'est une donnée qui est dynamique, qui est constituée d'un ensemble d'images, qui est constituée en réalité d'une succession d'images ordonnées. Les images, c'est des entités statiques, à une certaine cadence, à un certain ordre et à une certaine fréquence. Donc pour obtenir une vidéo, il faut qu'il y ait au moins 20 images par seconde. Pourquoi? Parce que l'œil humain a comme caractéristique d'être capable de distinguer entre environ 20 images par seconde. Maintenant, s'il voit 20 images dans l'espace de temps d'une seconde, il peut les différencier, il peut se dire qu'il y a un ensemble d'images qui sont en train de passer à travers l'œil. Il peut les distinguer. Mais si on a plus de 20 images, il va croire en une image animée. L'image animée, en réalité, c'est la vidéo. Donc si on a plus de 20 images par seconde, donc on peut une succession de 20 images par seconde plus, l'œil il sera trompé, il ne pourra pas les distinguer, donc les 20 images et plus, et il croira en une image animée qui est la vidéo. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. Maintenant, parmi les caractéristiques d'une vidéo, c'est la fluidité. Donc la fluidité, c'est le nombre d'images par seconde, qui est exprimé en IPS, images par seconde, donc ça c'est un facteur, ou là en anglais FPS, frames per second. Donc chaque vidéo a ce paramètre-là qu'on appelle fluidité. Donc plus il y a des images, plus la vidéo est fluide. On ne sent pas avec le côté coupure au niveau de la vidéo. Donc plus on a des images, plus on sent une certaine animation. Donc la vidéo qu'on obtient, elle est
fluide. Donc ça c'est en gros ce que veut dire une vidéo. Le signal tana il va transporter ce type de données là. Voilà, on va transporter un signal vidéo. Donc c'est un signal électrique ou bien optique. Il permet de transmettre une vidéo d'une source vers une destination. Exemple de source, on a les caméras, les lecteurs DVD, etc. Et destination, par exemple, un téléviseur. Donc par exemple, quand je regarde la télé à la maison, j'ai une vidéo qui est affichée sur l'écran. L'écran index, c'est le téléviseur. Et le téléviseur est considéré comme un récepteur d'un flux de données audiovisuelles ou bien d'un signal vidéo. Bien sûr, le signal il peut être soit analogique, soit numérique, tout dépend de ce qu'on veut utiliser. Voilà, donc il peut être soit analogique et soit numérique. Il faut savoir aussi que le signal analogique a été utilisé en premier lieu, avant le signal numérique. Maintenant, on a basculé vers les signaux numériques, donc cela est dû à la numérisation, donc tout devient maintenant numérique. Si on veut, même les signaux analogiques, on les a abandonnés. Mais on se doit de les étudier d'abord pour pouvoir étudier les signaux numériques. Voilà, donc diffuser un signal vidéo, donc on peut diffuser un signal soit analogique, soit numérique. Et cette diffusion-là, elle dépend de ce qu'on appelle des normes. Voilà. Donc, il y a des normes qui ont été élaborées par des organismes de normalisation concernant ce cas d'utilisation qui est la diffusion de signaux vidéo. Donc, il y a des normes pour les signaux, la diffusion de signaux analogiques et il y a des normes pour la diffusion de signaux numériques. Donc, il y a des normes pour chacune d'entre elles et l'utilisation d'une norme veut dire si par exemple deux équipements qui veulent, il veut envoyer une diffusion d'un signal vidéo à un autre, ils doivent utiliser la même norme pour pouvoir se comprendre. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre, l'objectif de la normalisation. Donc ça c'était pour la première partie. Maintenant la seconde partie, on va aborder les normes qui sont associées à la diffusion analogique. Mais avant cela, on va voir la définition de la vidéo analogique. Donc la vidéo analogique représente l'information comme un flux continu de données analogiques. Elle est destinée à être affichée sur un écran de télévision. Donc généralement on ne dit pas télévision mais on dit téléviseur. Pourquoi? Parce que la télévision c'est l'ensemble des techniques utilisées pour transmettre des données audiovisuelles. Vous voyez, la télévision c'est un domaine, c'est un ensemble de techniques pour pouvoir diffuser. Par contre le téléviseur c'est l'équipement qui reçoit la donnée diffusée. Donc il faut faire la différence, mais par abus de langage, on a tendance à dire du téléviseur, une télévision. Ce qui est faux si on veut être précis. Voilà. Ça c'était une parenthèse. Parmi les sources de vidéos analogiques, on a le téléviseur, ou bien la télévision par abus de langage, le caméscope, le magnétoscope analogique, qui utilise une cassette vidéo. Donc une cassette vidéo, ce qu'elle contient, elle contient une vidéo sous forme analogique. Le principe de la diffusion d'une vidéo analogique, c'est ce qu'on appelle l'entrelacement. Chaque image qu'on est en train d'envoyer, on va l'envoyer en deux temps. L'image entrelacée, l'image elle est représentée par des lignes. Donc on a des lignes paires et des lignes impaires. Donc en premier temps, on diffuse les lignes impaires, et ensuite on affiche les lignes paires. Donc l'affichage d'une seule image, il se fait en deux temps. Maintenant, pour afficher une image, il me faut 2 delta t. Je ne peux pas afficher l'image un seul delta t. Donc c'est ça le principe dans le cas de la vidéo analogique. Donc puisque je diffuse une vidéo, maintenant je vais diffuser un ensemble d'images. Et pour diffuser une image, je la diffuse en deux temps. Les lignes impaires en premier, suivies des lignes paires. Voilà, c'est comme je l'ai dit, donc la télévision, par abus de langage, c'est pas le téléviseur, c'est un ensemble de techniques qui sont utilisées pour transmettre des données à distance. Les données, ça peut être soit un signal vidéo, soit un signal audio. Donc le signal vidéo, c'est l'ensemble d'images. On peut ajouter à l'ensemble d'images un son. Donc l'ensemble des images plus l'audio nous donne ce qu'on appelle une donnée audiovisuelle. Mais la vidéo, une succession d'images, on peut dire c'est une vidéo. Maintenant le son, si on veut, c'est optionnel. On peut aussi envoyer ce qu'on appelle des données maintenant en format textuel.
Donc pas de son et pas d'image et pas de vidéo, mais du texte. Donc le texte, c'est ce qu'on appelle télétexte. Donc vous voyez par exemple là au niveau de la chaîne France 2, voici le télétexte. Le télétexte, ça permet par exemple d'afficher le programme de la chaîne de diffusion, afficher la météo, afficher les scores au football, afficher l'actualité. Donc on peut afficher un certain nombre de données qui sont utiles aux téléspectateurs. On peut aussi afficher le résumé des programmes, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le télétexte. C'est des données en format textuel. Donc, les données qu'on peut envoyer en utilisant la télévision, ce sont une vidéo, un ensemble d'images, de l'audio. Donc, on peut aussi l'avoir avec la vidéo. Donc, une vidéo peut contenir du son ou pas, plus des données en format textuel. La transmission peut se faire soit de manière analogique, soit de manière numérique, c'est comme on veut. Donc, juste dans le passé, on utilisait l'analogique. Maintenant, ces dernières années, on va plus vers des normes numériques. Donc, on peut dire que les normes analogiques de nos jours ont été abandonnées et via soit un canal terrestre, soit, pardon, c'est pas un canal terrestre, c'est un réseau terrestre, soit un réseau câblé, soit via satellite, ou soit par Internet, ou soit via mobile. Donc, câblé, c'est en utilisant un câble, généralement un câble coaxial. Satellite, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a, je pense, à la maison. Donc, on a une télévision utilisant le réseau satellitaire, c'est-à-dire que la chaîne qui diffuse le contenu, elle le diffuse vers un satellite géostationnaire. Et ce satellite-là, il nous diffuse l'information donc via une antenne qu'on a qui est placée à la maison. Et cette antenne-là est reliée à l'équipement qui permet d'afficher le contenu avec vidéo, qui est le téléviseur. Par Internet, c'est aussi la nouvelle tendance. Donc là, ces dernières années, on pense plutôt à une télévision en utilisant comme réseau de communication le réseau Internet. C'est la nouvelle tendance en télévision, ce qu'on appelle la télévision IP, qu'on verra à la fin. Et mobile, c'est c'est utiliser une technologie qui permet de recevoir même si on est en mobilité. Donc la télévision qu'on connaît, la télévision traditionnelle, elle est sédentaire, c'est-à-dire que vous avez un téléviseur qui ne bouge pas à la maison. Mais on peut maintenant voir par exemple la télévision au niveau d'un équipement qui est mobile. Donc ça c'est aussi nouveau, ça n'existait pas à l'époque, mais ça existe maintenant. Voilà donc en gros pour le domaine de la télévision. Maintenant, on va voir quelques normes associées à la diffusion analogique. Donc, vous avez 3 normes principales qui sont réparties, si on veut, de manière assez équitable géographiquement parlant. On a la norme NTSC, on a la norme PAL et on a la norme SECAM. Donc, si vous voyez bien, vous avez la norme NTSC, c'est une norme américaine qui est utilisée dans le continent américain, dans certains pays de l'Amérique du Sud. Vous avez la norme PAL qui est utilisée en majeure partie de l'Asie du Nord, l'Europe de l'Est, quelques pays de l'Afrique centrale. Le reste, c'est la norme SECAM. La norme PAL, elle est utilisée en Afrique francophone, en Europe de l'Ouest, et en Océanie et en Asie du Sud. Donc, c'est la norme PAL je pense, qui est un peu plus majoritaire que les autres. Si on parle du continent européen et africain, on va commencer par définir en gros la norme NTSC. Donc NTSC pour National Television System Committee. La norme NTSC est une norme de codage analogique de la vidéo en couleur. Donc c'est une norme qui permet la diffusion de signaux vidéo analogiques. Elle a été développée en 1953 aux États-Unis. Donc comme j'ai dit, c'est une norme américaine. Elle est utilisée au Canada, au Japon, dans la plupart des pays du continent américain ainsi que dans divers pays d'Asie. Dans la norme NTSC, l'image elle est composée de 525 lignes. Donc comme j'ai dit avant dans la première partie, une image en vidéo analogique, elle est composée de lignes. Les lignes elles sont horizontales et on diffuse l'image en 2 temps. On commence par diffuser les lignes impaires suivies des lignes paires. Dans le cas d'une image NTSC, on a 525 lignes par image. Donc on a aussi une fréquence d'image de 30 images par seconde.
Donc on a une fréquence de 60. Pourquoi 60? Parce que puisqu'on affiche une image en 2 temps, donc on a la fréquence qui est égale à l'IPS fois 2. Aussi, la résolution que donne une image NTSC est de 720 fois 480 pixels. Donc à l'époque c'était une assez bonne résolution. Donc maintenant on sait que c'est une résolution qui n'est pas vraiment haute définition. Donc voici les quelques caractéristiques de la norme NTSC. Maintenant on va voir la norme PAL, PAL pour Phase Alternating Line. Donc PAL est une norme télévisuelle de codage analogique de la vidéo en couleur, tout comme NTSC, sauf que NTSC c'est une norme développée par les États-Unis. Elle a été développée dans les années 60 en Allemagne. Elle est utilisée en Europe de l'Ouest, en Australie, dans certains pays d'Afrique, d'Amérique, du Sud et d'Asie. Donc une image PAL, contrairement à une image NTSC, elle est composée de 625 lignes, contrairement à NTSC qui est composée de 525 lignes. L'IPS est égal à 25 images par seconde, donc la fréquence serait égale à 50 Hz, puisqu'on a l'affichage d'une image en 2 temps. La résolution, c'est à peu près la même que NTSC. C'est aussi une image qui n'est pas de haute définition si on la compare avec les résolutions qu'on a de nos jours. On passe à la dernière norme analogique qui est la norme SECAM, c'est une norme française. C'est un mode standardisé de codage vidéo analogique en couleur aussi, comme les 2 autres précédentes. Elle a été développée en 1967 en France par Henri de France. Elle a été commercialisée à partir de 1967. Elle est utilisée bien sûr en France, en Europe de l'Est, en Afrique francophone, dans les pays de l'ex-URSS et au Moyen-Orient. Donc une image SECAM, c'est comme une image PAL. Elle est composée de 625 lignes. Son IPS est de 25 images par seconde, donc la fréquence elle est de 50 Hz. Et la résolution est la même que dans le cas de la norme PAL. Voilà. Donc la différence majeure, c'est le pays d'origine. C'est uniquement ça. Donc elles ont à peu près les mêmes normes. NTSC est un peu différente des 2 autres. Donc maintenant on peut se poser la question quelle norme on devrait utiliser. Est-ce qu'on devrait utiliser NTSC ou bien PAL ou bien SECAM? Donc il faut savoir que ces 3 normes elles sont incompatibles entre elles. Donc une entité qui diffuse à une autre, si elle utilise SECAM par exemple et l'autre utilise NTSC, il n'y a pas de compatibilité. Il faut utiliser, si on veut communiquer entre nous, si on veut diffuser à un certain nombre de téléspectateurs, on doit tous se mettre d'accord sur la norme à utiliser. Maintenant, on veut utiliser NTSC, PAL ou bien SECAM, donc cela va dépendre de la région dans laquelle se trouve déjà le téléspectateur. Et si c'est un téléspectateur qui diffuse du contenu, c'est un créateur de contenu audiovisuel, il devra alors choisir la norme qui ciblera son audience. S'il veut cibler par exemple une population américaine, il devra opter pour NTSC. Donc tout va dépendre de l'audience qu'il désire viser. Voilà. Et si c'est un simple téléspectateur, cela va dépendre de la région dans laquelle il se trouve. S'il est en France, en Afrique francophone, il sera obligé d'utiliser SECAM. S'il est en Amérique, il sera obligé d'utiliser NTSC. Donc c'est comme on l'a vu dans la carte géographique. On a vu en gros les normes analogiques. Maintenant, on va passer aux normes associées à la diffusion numérique. On va d'abord voir qu'est-ce qu'une vidéo numérique, comme on l'a vu dans le cas de la vidéo analogique. Donc une vidéo numérique, c'est une succession d'images numériques. Cette fois-ci, ce n'est pas des images analogiques, ce n'est pas des lignes horizontales, ce n'est pas un ensemble de lignes horizontales, mais c'est un ensemble, ce qu'on appelle de pixels. Elle est constituée d'une suite de trains formés d'une matrice rectangulaire de pixels. Donc l'image, c'est comme une grille, elle est composée de plusieurs pixels. Quelques exemples de sources de vidéos numériques, on a les appareils photo numériques, la webcam, un téléphone mobile doté d'un caméscope, un CD, contrairement à une cassette vidéo, etc. Le principe, donc il n'y a pas d'entrelacement, il n'y a pas avec le côté où on affiche l'image en 2 temps, donc ça n'existe pas. L'image numérique, elle ne ressemble pas à l'image analogique. Cela est dû au nouveau téléviseur qui affiche des données numériques. Ils sont capables de rafraîchir l'écran au moins 75 fois par seconde. Donc, pas la peine d'utiliser l'entrelacement. Car l'entrelacement au niveau analogique, on ne pouvait pas afficher les deux
Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas avoir avec le côté animé. Donc on essayait d'afficher les lignes impaires, ensuite les lignes paires. Voici les normes associées à la diffusion numérique. On voit que la norme qui est en bleu, c'est la norme majoritaire, qui est la norme DVB. La norme américaine, c'est la norme ATSC. ISDB, elle est en Amérique du Sud et au Japon. Et DTMB, c'est une norme chinoise. Mais la norme la plus utilisée dans le monde, on le voit bien, c'est la norme DVB qui est présente en majeure partie de l'Afrique, en Europe, en Asie et en Océanie, dans quelques pays de l'Amérique centrale et du Sud. On va commencer par la norme la plus utilisée, DVB. Donc DVB pour Digital Video Broadcasting. DVB, déjà, c'est un ensemble de normes. C'est pas uniquement une seule norme. C'est plusieurs normes. On va les voir par la suite. Elles ont été établies par le groupe européen DVB. Donc DVB, c'est un organisme de normalisation qui permet d'établir des normes en relation avec la diffusion numérique. Donc il a établi un ensemble de normes. Donc, comme on l'a dit, c'est pas uniquement une seule norme, mais c'est un ensemble de normes. Elle est utilisée en Europe, en majeure partie de l'Asie, en Afrique et en Océanie, à peu près dans le monde entier, sauf aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ses principales concurrentes sont les normes ATSC et ISDB, donc les normes qu'on a vues dans la figure précédente, donc la norme américaine et la norme japonaise. Elle comporte plusieurs sous-normes, comme on a dit, DVB c'est un ensemble de normes. Il y a la norme DVB-T, DVB-S, DVB-C et DVB-H. Donc DVB-T, c'est T pour terrestrial, c'est la norme de diffusion pour le réseau terrestre par liaison hertzienne. Le S, c'est pour satellite, donc c'est pour la diffusion par satellite. Le C, c'est pour câble, donc c'est la diffusion câblée via un câble coaxial. Et le H, c'est H pour handheld, c'est la télévision numérique adaptée aux terminaux mobiles. Donc pourquoi DVB a développé plusieurs normes de diffusion? Elle a développé des normes dont chacune est propre à une technologie de transmission, comme vous le voyez ici, le terrestre, le satellite, le câblé et le mobile. C'est pour assurer une parfaite transmission, pour respecter les spécificités propres à chaque média de transport. Donc si elle commençait à développer uniquement une seule pour tous ces médias, elle se retrouverait à ne pas être assez spécifique et ne respecterait peut-être pas les spécificités de chaque média et n'assurerait pas une parfaite transmission en utilisant un média donné. Donc elle a préféré développer une norme pour chaque technologie utilisée, si on veut, ou la technologie de transmission. Pour la DVB-H, qui est handheld pour les terminaux mobiles, donc par exemple, elle doit tenir en compte le fait que le terminal est mobile et n'est pas statique. Donc un terminal mobile, il a plusieurs contraintes, comme un petit écran, donc il faut afficher dans un petit écran, l'autonomie aussi, qui est à la durée de la batterie, et aussi la mobilité. Donc quand l'équipement il bouge, comment savoir qui se déplace, comment continuer à lui diffuser de manière optimale, etc. Donc c'est à peu près comme le cas en téléphonie, c'est je ne sais pas comment on l'appelle, quand on passe d'une antenne à une autre, c'est la même chose. Donc au lieu de développer une seule norme pour toutes ces technologies-là, elle a préféré développer plusieurs normes pour respecter chaque moyen de transmission. On passe à la seconde norme, ATSC, qui est Advanced Television Systems Committee. C'est une norme de diffusion de télévision numérique par voie terrestre. Donc Hadia, elle est ciblée, elle utilise uniquement le réseau terrestre. Elle n'est pas utilisée par exemple pour la télévision via satellite ou via câble ou via pour les téléphones mobiles, etc. Donc elle est uniquement spécifique aux diffusions par voie hertzienne terrestre. C'est une norme américaine, elle a été développée aussi par le groupe du même nom, ATSC, donc c'est un groupe américain de normalisation. Elle a été déployée aux États-Unis pour remplacer la norme NTSC analogique d'avant. Donc quand le monde a basculé vers le numérique, aux États-Unis, on a remplacé NTSC par ATSC.
Elle a été aussi adoptée dans d'autres pays comme le Canada, le Mexique et la Corée du Sud. Voilà, comme j'ai dit, elle ne permet pas la réception en situation de mobilité. Elle ne traite pas le cas des terminaux mobiles. Voilà. Maintenant, la troisième norme qui est la norme ISDB. Donc ISDB pour Integrated Service Digital Broadcasting, c'est une norme japonaise de diffusion de télévision et de radio numérique. Donc elle diffuse aussi bien la télévision et la radio. Donc la radio, c'est l'audio uniquement. Elle a été développée par l'organisme de standardisation japonaise ARIB. Donc ARIB pour Association of Radio Industries and Businesses. Donc c'est ARIB qui est cette organisation de standardisation japonaise qui a développé la norme de diffusion numérique ISDB. Elle est utilisée au Japon, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle comporte, comme DVB, elle comporte plusieurs sous-normes. Donc on a la ISDB-T, la ISDB-S et la ISDB-C. Donc T pour le réseau terrestre, S pour la télévision par satellite et C pour le réseau câblé. Donc ISDB-T, elle ressemble, si on veut, à DVB-T. Néanmoins, il n'y a pas le cas de la mobilité. Donc il n'y a pas ISDB-H, par exemple. Voilà. Donc là, on a vu les normes associées à la diffusion numérique. Donc, il faut se dire aussi que ces dernières années, on n'utilise plus la diffusion analogique. On a plutôt migré vers une diffusion numérique. Par contre, ce qu'on peut remarquer, par exemple, dans le cas de la diffusion numérique, les données, elles sont diffusées en direct et de la même manière à tous les téléspectateurs. C'est-à-dire que si vous allumez votre téléviseur, vous allez à une chaîne précise, vous avez tous le même contenu qui est diffusé à tous les téléspectateurs à ce moment-là. Donc, on ne peut regarder que ce qui est diffusé. Aussi, si on rate une émission ou là on rate un programme, on ne peut pas le revoir parce que on a toujours tout ce qui est diffusé est direct. Donc ça, c'est parmi les inconvénients de la télévision traditionnelle, si on veut. C'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle la télévision IP, l'IPTV. Donc l'IPTV, parmi ses objectifs, c'est que l'utilisateur puisse regarder la télévision tout en choisissant l'émission qu'il souhaite regarder. C'est-à-dire qu'il n'est pas supposé regarder ce qui est diffusé. Il peut choisir son contenu, il peut choisir son programme, il peut revoir un programme. Il a donc une certaine aisance quant à l'utilisation de la télévision. Donc ce sont l'une des promesses de l'IPTV. Alors l'IPTV, donc IPTV pour Internet Protocol Television, c'est une forme de télévision qui est numérique. Hein, donc c'est pas une autre forme de télévision. On a uniquement l'analogique et le numérique. Donc l'IPTV, c'est juste, si on veut, une nouvelle façon de voir la télévision numérique. Donc c'est une forme de télévision diffusée sur un réseau en utilisant le protocole IP. Donc on n'est plus dans le cas du réseau satellitaire ou bien câblé, on va utiliser carrément le réseau Internet qui est utilisé pour la communication. On va l'utiliser aussi pour diffuser des contenus audiovisuels. Elle englobe la télévision en direct, donc on peut voir un programme qui est diffusé en direct comme dans le cas de la télévision numérique, si on veut traditionnelle entre guillemets. On a aussi ce qu'on appelle la vidéo à la demande, ou bien VOD, ou bien vidéo on demand, c'est-à-dire que là, l'utilisateur, le téléspectateur, il peut choisir un contenu et peut le voir. Donc, il demande à la chaîne et elle lui envoie ce qu'il a demandé, elle lui diffuse ce qu'il a demandé. On a aussi ce qu'on appelle le jeu à la demande, donc on peut jouer à n'importe quel jeu, il suffit juste de le demander. Et on a aussi la télévision en différé, ou de rattrapage, ou bien catch-up television. Ça permet de revoir un programme qu'on n'a pas vu par faute de temps. Donc vous voyez que l'IPTV, ça donne une meilleure... ça permet à l'utilisateur d'utiliser de manière plus, si on veut, plus personnalisée la télévision. Donc il n'est pas obligé de regarder une émission qui est diffusée sur une chaîne, et il n'a pas à... Et même s'il rate une émission, il a la possibilité de la revoir. Donc dans le cas du numérique traditionnel, entre guillemets, il devait par exemple enregistrer le programme qu'il a raté pour pouvoir le revoir après, par exemple. Donc l'IPTV, par contre, elle offre ces 4 services-là.
Où est-ce qu'elle est utilisée l'IPTV? Vous remarquez qu'elle est utilisée dans le monde du Nord, en Europe, en Asie du Nord, en Amérique du Nord, etc. C'est pas encore démocratisé dans les pays du tiers-monde, dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Océanie, etc. Donc c'est assez récent comme technologie et manière de voir la télévision. Donc pour l'instant c'est en Europe, on n'a pas encore en Algérie par exemple la possibilité d'utiliser la télévision IP. Mais néanmoins je pense que ça va venir avec les années à venir. Voilà. Mais pour l'instant l'IPTV elle est utilisée dans le monde développé, le monde du Nord. Donc les méthodes de communication, il y en a deux. Donc soit le multicast, soit l'unicast. Donc on a vu au début du chapitre gare, on a vu la diffusion, qui est le broadcast, qui est l'envoi à plusieurs sources. Le multicast, c'est l'envoi à un groupe d'utilisateurs. Le groupe d'utilisateurs, généralement, c'est les téléspectateurs qui sont en train de regarder avec la chaîne. Donc c'est le cas de la télévision en direct. Donc en IPTV, on utilise le multicast pour diffuser la télévision de manière directe. Donc ça englobe, la télévision IP, elle permet la télévision en direct, pas uniquement la vidéo à la demande. Par contre, la vidéo à la demande, on va utiliser ce qu'on appelle l'unicast, ou là la vidéo de rattrapage aussi. Unicast veut dire qu'on va envoyer uniquement à un seul utilisateur. Maintenant, celui qui a demandé le programme, ou le service, ou bien le jeu, par exemple. Donc on va lui envoyer uniquement à lui. Donc en IPTV, soit on envoie à plusieurs quand on utilise la télévision en direct, soit on envoie à un seul en utilisant l'unicast quand il demande un certain contenu. Donc comme vous le voyez dans l'image, vous avez une IPTV, vous avez un utilisateur, on lui envoie sa vidéo à la demande de manière unique, c'est-à-dire on l'envoie uniquement à lui, on ne l'envoie pas à un ensemble de téléspectateurs comme dans le cas de la télévision en direct. Parmi les avantages de l'IPTV, donc comme toute technologie, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc on a une diffusion davantage de contenu, de fonctionnalités. Donc on n'a plus uniquement la vidéo en direct, mais on a la vidéo à la demande, la télévision de rattrapage et le jeu à la demande. On a aussi la possibilité de choisir aussi son programme. On a aussi la possibilité de naviguer sur les différents services de la TVIP de manière interactive et personnalisée. Donc on a un écran qui nous permet d'obtenir plusieurs services, on a plusieurs fonctionnalités et on peut personnaliser le contenu qu'on veut voir. Donc par exemple ici vous avez l'interface d'une IPTV. Donc vous voyez que l'utilisateur il a plusieurs fonctionnalités comparant à la télévision numérique traditionnelle. Il a le live TV, il a des films, des séries, catch-up pour revoir un contenu qu'il n'a pas vu. En haut, vous avez REC pour l'enregistrement, par exemple, si je veux enregistrer quelque chose. Multiscreen, c'est pour avoir plusieurs écrans, c'est-à-dire je peux découper mon écran en deux. Là, j'ai la vidéo, là, par contre, j'ai des données. Je peux lire les infos du jour, je peux voir les scores de football, etc. Donc, vous voyez que en utilisant l'IPTV, c'est plus la télé d'avant, c'est plus juste regarder un programme et éteindre, mais on peut voir ce qu'on veut et à la demande. Parmi les inconvénients sont en relation avec la vie privée et la sécurité. Donc, si on utilise le protocole IP, maintenant on est au niveau d'Internet. Donc, l'opérateur, qui nous fournit la télévision IP, il sait, entre guillemets, ce que regarde l'utilisateur et quand. C'est-à-dire que vous n'avez plus de vie privée, on sait tout ce que vous aimez, vous n'aimez pas, quand, etc. Donc ça, c'est un problème de sécurité de vie privée. Aussi, l'IPTV permet le piratage des flux de manière plus facile parce qu'on utilise le réseau Internet et on peut avoir aussi un accès à du contenu contrefait ou bien illégal parce qu'on est au niveau d'Internet. Parce que Internet, ce n'est pas un réseau qui est dédié à la diffusion des contenus audiovisuels. Internet, on fait tout dedans. Il y a des sites web, il y a les mails, il y a des sites d'organisation, il y a la vidéoconférence, il y a la voix sur IP, etc. Donc, il y a énormément de services. On a ajouté la diffusion numérique au réseau Internet. Donc, on essaie de bénéficier des avantages du réseau Internet pour diffuser du contenu numérique. Donc, si on utilise ce réseau-là, donc, il présente ces problèmes de sécurité, de piratage et d'accès illégal. Par contre, comme dans le cas de l'utilisation, par exemple, du réseau satellitaire,
le réseau satellitaire, il est dédié uniquement à la diffusion des données numériques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème d'accès à du contenu contrefait ou bien illégal. Donc voilà en gros les inconvénients. Donc voilà aussi tout ce qu'englobe le chapitre 2. Peut-être que je l'ai un peu dit de manière résumée, mais si vous regardez les vidéos que j'ai postées, j'allais un peu plus en détail si on veut. Alors vous êtes censé avoir déjà regardé les vidéos que j'ai partagées, avoir lu le cours sur le campus virtuel et assister au cours maintenant. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ce chapitre? Maintenant la parole est à vous. Vous pouvez poser vos questions, ou là vous avez il y a des ambiguïtés, ou bien l'objectif du chapitre, etc. Est-ce que vous avez des questions? Alors juste pour info, la semaine prochaine, c'est les cours en présentiel pour les Master 1 qui vont débuter. Notre cours sera programmé le jeudi à 11h pour les 2 sections. Donc on a le créneau du jeudi. Le créneau du jeudi, c'est pour les cours en ligne. Vous savez, je pense anglais, mon cours et un autre cours, je ne sais pas lequel. Et le reste de la semaine, vous aurez vos cours en présentiel. Donc ce cours-là, il va continuer en ligne. Il n'y aura pas de présentiel pour le cours normes et protocoles. Et aussi l'examen, il n'y aura pas d'examen final. Donc ça, c'est officiel. Vous devrez remettre à la fin un travail. Donc je ne sais pas encore quoi vous donner. On verra par la suite. Est-ce que vous avez des questions concernant le second chapitre? Donc on a vu le concept de diffusion, de signaux analogiques et numériques, le signal AD qui transporte une vidéo, donc on a vu le concept de vidéo analogique et numérique, puis on a vu les normes pour la diffusion numérique et analogique, certains organismes de normalisation spécifiques à la normalisation, à la diffusion des données numériques et analogiques, puis on a vu l'IPTV comme un moyen plus élaboré concernant la diffusion numérique. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu en gros. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous arrivez à m'entendre déjà? Alors, Rania dit, Madame, dans l'IPTV, la personne peut voir juste les programmes enregistrés dans la chaîne TV ou bien n'importe quel programme. J'ai pas compris. N'importe quel programme. Par exemple, je sais pas, elle a un ensemble de programmes, elle a un ensemble de films qui sont disponibles. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur le film que vous voulez voir pour le voir. Mais par contre, dans la télévision numérique traditionnelle, le film Hadek, par exemple, il est diffusé uniquement une fois par an à 20h30. Vous voyez? Mais si par exemple, la chaîne, elle est sponsorisée par je ne sais pas, elle a en possession les films et elle a le droit de les utiliser, bien sûr, elle peut les mettre. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont stockés au niveau de bases de données. Et dès que vous voulez les voir, on a juste à vous fournir avec la donnée. Elle est stockée. Mais ce qui est direct, c'est un flux, si on veut, streaming. Mais les données à la demande, elles sont stockées. Maintenant, on peut les utiliser quand on veut. Et un programme qui est déjà passé, il est aussi stocké. Donc tout ce qui passe en direct, parce qu'il y a aussi le côté direct de la télévision dans l'IPTV, tout ce qui passe est aussi enregistré et stocké. Dès qu'un utilisateur veut voir un programme d'hier, d'avant-hier, de la semaine passée, etc., on le lui fournit. Donc le principe de l'IPTV, c'est stocker toutes ces données audiovisuelles et les fournir à la demande. Si l'utilisateur clique sur, par exemple, il veut voir ce film-là, cette série-là, etc., il peut la regarder. Bon, on ne peut pas, par exemple, mettre tout le contenu. Par exemple, on ne peut pas mettre un contenu futur. C'est-à-dire, si une série est diffusée sur une chaîne, donc on va
On va pas, par exemple, lui permettre de voir les épisodes futurs. Il a le direct, il peut voir le direct et ce qui a déjà été diffusé. Voilà. C'est comme par exemple dans l'avion. Par exemple, quand vous êtes dans un avion, vous avez dans certains avions, vous avez des écrans en face de vous. Et avec l'écran, il vous permet de voir une panoplie de programmes, de films, de séries, etc. qui sont déjà enregistrés. Donc, c'est de la vidéo à la demande. J'ai envie de voir un contenu spécifique, je le demande, je le reçois. C'est pas comme la télévision qu'on connaît. Il y a une chaîne qui diffuse un contenu en direct et si elle le diffuse à cet instant-là, on est obligé de le regarder. Donc on n'a pas le choix si on veut. On a juste énormément de chaînes, mais on n'a pas un certain choix de personnalisation de contenu. Est-ce que j'ai répondu déjà à ta question? Oui, voilà. Donc on peut voir soit le direct, soit l'ancien. Mais on ne peut pas voir le futur. Ça n'a pas de sens. Par exemple, vous avez un journal télévisé. On ne le connaît pas à l'avance. Donc on peut voir l'actuel ou bien l'ancien. C'est la même chose pour une série. On ne peut pas casser la surprise du téléspectateur aussi. Donc l'essentiel, mais pour un film par exemple, on peut le voir autant de fois qu'on veut. Du moment qu'il y a l'accord avec la chaîne a le droit de diffuser avec le contenu, il est stocké quelque part et on le récupère. Donc quand on utilise le réseau IP, on a ces fonctionnalités de stockage, etc. Par contre, un réseau satellitaire, vous envoyez au satellite, la chaîne envoie au satellite, le satellite vous envoie un signal vers votre antenne. C'est tout. C'est du direct. Oui, analogique, on peut voir uniquement le direct. L'analogique, il a été abandonné. Il n'est plus utilisé. Donc les normes qui sont utilisées de nos jours, elles sont toutes numériques. Hein. En Algérie, c'est le DVB. L'analogique aussi, il permet une petite... L'analogique, il a été utilisé dans les anciens téléviseurs, si vous vous en souvenez, ou là, ceux de vos grands-parents, etc. C'était de tout petits téléviseurs et la résolution était très, très mauvaise par rapport à celle de maintenant. Mais les téléviseurs maintenant, ils affichent l'image en pixels. Donc on a une meilleure définition de l'image aussi, une meilleure résolution et une meilleure fluidité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, les derniers décodeurs sur le marché en Algérie contiennent l'option abonnement IPTV payante, bien sûr. Est-ce que c'est un point de vue légal ou bien piraté et aussi qui fournit l'IPTV? Je pense que c'est illégal. Je pense que c'est illégal, parce que on n'a pas, on n'a pas l'IPTV en Algérie ou là en Afrique carrément. C'est pas encore commercialisé, mais peut-être les décodeurs, ils permettent par exemple, des chaînes IPTV en Europe, même des chaînes qu'on connaît, elles sont cryptées généralement. Il y a des décodeurs qui ne font que calculer, d'essayer de décoder avec le code. Donc on obtient, si on veut, une télévision, oui, illégale. En Algérie, elle est illégale. Et on paye. On paye avec on paye l'achat avec du décodeur à cette personne-là qui essaie de nous décoder. Mais normalement, on devrait payer. Maintenant, en Algérie, oui, c'est illégal. Mais c'est pas encore commercialisé de manière légale en Algérie, c'est pas aussi démocratisé. Vous pouvez parler, hein, au lieu de taper vos questions. Vous pouvez les dire pour être rapide ou là. C'est comme vous voulez, pour avoir une meilleure interaction.
Donc c'est dommage aussi, il y a uniquement 15 personnes qui sont présentes sur 2 sections. C'est vraiment pas, vous n'êtes vraiment pas nombreux, hein. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc si vous n'avez pas d'autres questions, le cours ADA il est terminé. Je vais vous poster la semaine prochaine, donc vous allez commencer en présentiel. Je vais continuer à vous poster le cours, puis on finit le chapitre et on fait aussi une séance, puis on résume et on s'attaque à vos questions. Voilà, donc il nous reste 3 chapitres. Je vais essayer de réfléchir sur le projet que je vais vous donner ou bien le travail que je vais vous donner, comment vous évaluer. Et j'essaierai de vous le donner avant les examens, dès que vous aurez du temps, vous aurez plus de temps à le préparer. Donc, je pense que ça ira vers des projets en groupe, etc. On verra. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, le cours est terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. C'est bon? De rien, donc le cours est terminé. Donc même si vous avez des questions, même après, vous pouvez les poser sur toutes les plateformes que je vous ai données, il n'y a pas de problème. Je vais vous diffuser le cours cet après-midi. Donc normalement, le jeudi prochain, on ne fait pas cours. Enfin, je ne sais pas, donc tout dépend. Peut-être le jeudi prochain, le jeudi d'après, pardon, je vais vous le confirmer. Donc on s'est entendu à faire uniquement un cours par chapitre, parce que si on commence à faire un cours par partie, ça sera vraiment peu, il n'y aura pas beaucoup de choses à expliquer et tout. Donc je préfère englober tout le chapitre et le faire en un seul cours, pour qu'il y ait plus de contenu. Voilà, donc c'est terminé. Rendez-vous la séance prochaine.